Gail Matthews est une mère célibataire de 23 ans vivant avec sa petite fille Tamara de 5 ans. Malheureusement, elle sera un jour retrouvée inanimée à l'intérieur même de sa maison avec sa fille. Sa voisine découvrira alors l'horrible scène de crime et une enquête pour le moins mystérieuse s'ouvrira alors. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Gail Matthews et sa fille Tamara, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens encore une fois avec une histoire américaine et on va parler ici d'un double homicide. Les faits se sont passés dans les années 90, ils ne sont toujours pas résolus aujourd'hui, mais vous allez voir qu'encore en 2023, l'affaire reste active et avance tout doucement. Sinon, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément et ça récompense pas mal mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant que tout ça a été, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 1994. Gail Matthews est mère célibataire de 23 ans, vivant aux États-Unis en Pennsylvanie, dans la ville de Williamsport. Elle y vit avec sa petite fille qui s'appelle Tamara Berkeiser, qui est âgée de 5 ans. Gail et sa fille étaient assez connues des habitants de leur quartier et Gail paraissait vraiment être une mère totalement dévouée à sa fille. On les voyait d'ailleurs très souvent toutes les deux en train de jouer dehors. Gail, en plus de s'occuper de sa petite fille, travaillait comme serveuse dans un café de sa ville et là-bas elle était aussi très appréciée et a d'ailleurs été décrite par ses collègues comme une femme très calme et douce. Tamara, de son côté, était une petite fille typique de 5 ans et au moment des faits, elle avait très hâte de commencer la maternelle. Toute personne qui rencontrait Tamara disait qu'elle était une petite fille très polie et adorable et vraiment tous les habitants du quartier l'adoraient. Plongeons-nous alors dans la journée du jeudi 1er septembre 1994. En soirée, les voisins de Gail et sa fille les ont vus en train de jouer à l'extérieur de la maison comme à leur habitude. Il faut savoir que Gail avait une très bonne relation avec ses voisins qui s'appelaient Lois et Charles Beckley. Donc en ce 1er septembre, les Beckley voient Gail et Tamara en train de jouer dehors en soirée. En soi, rien d'alarmant, bien au contraire, mais le lendemain, les Beckley vont remarquer qu'ils n'ont pas encore aperçu Gail et Tamara. Un peu inquiets quand le soir va tomber, ils vont décider de les appeler, mais voilà, ils n'obtiendront aucune réponse. Après quelques heures, Lois Beckley, donc la femme du couple, va sembler vraiment très inquiète. Elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Vraiment, elle avait l'habitude de voir Gail tous les jours et là, ce n'était pas le cas, elle n'avait pas prévenu qu'elle allait partir quelque part. Et donc, juste pour s'assurer que tout allait bien, elle a décidé d'aller sonner à sa porte. Mais bizarrement, en arrivant devant chez elle, elle va se rendre compte que sa porte d'entrée était déverrouillée et elle va alors prendre la décision d'entrer. Une fois dans le couloir, elle va crier le nom de Gail, le nom de Tamara, mais personne ne va répondre. Et elle va alors pénétrer un peu plus dans la maison, mais les filles paraîtront être nulle part. Louise va continuer à se balader dans la maison et là, elle va tomber sur la porte menant à la chambre de Tamara qui était légèrement ouverte. Alors là aussi, elle a décidé d'entrer et là, elle va simplement tomber sur une scène horrible. Elle a retrouvé Gail et Tamara allongées sur le lit de Tamara, blotties l'une contre l'autre, mais sauvagement assassinées. Comprenant à peine ce qu'elle voyait, Louise va décider de sortir de la maison et elle va appeler de l'aide. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard, mais malheureusement, ils annonceront que Gail et Tamara étaient décédées depuis beaucoup trop longtemps pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Gail et Tamara vont alors être déclarées mortes sur les lieux. Rapidement, le corps de la mère et la fille vont être envoyés auprès d'un médecin légiste et il sera noté que Gail avait été poignardée une douzaine de fois, ce qui avait entraîné sa mort. Tamara, de son côté, a été frappée à la tête puis étranglée à mort avec un morceau de tissu. Par contre, il sera aussi noté qu'aucune des deux victimes n'avait été agressée sexuellement. Aussi, selon le légiste, elles auraient été assassinées le jeudi 1er septembre après 21 h, mais malheureusement, il n'arrivera pas à déterminer l'heure exacte de leur mort. En tout cas, une enquête pour homicide va s'ouvrir et tout d'abord, les enquêteurs vont penser que Gail connaissait son agresseur.
Mais bon, en analysant la maison, en fait, ils vont se rendre compte que finalement, la fenêtre de la cuisine avait été forcée. Donc là, ils se rendent compte que Gail n'avait pas ouvert la porte à son agresseur, mais qu'il était rentré par effraction dans la maison. Le meurtrier avait alors dû grimper au mur de la maison pour atteindre la fenêtre, la forcer et ensuite entrer. Donc effectivement, ça réduisait la possibilité que Gail connaisse réellement son agresseur. Aussi, les enquêteurs vont noter que rien ne semblait avoir été volé dans la maison et que donc le seul motif de l'effraction semblait être le meurtre. On n'était clairement pas face à une scène de cambriolage qui aurait mal tourné. Non, là c'était assez sûr, la personne ou même les personnes qui étaient entrées dans la maison étaient rentrées dans le but de tuer Gail et sans doute Tamara. Aussi, le fait que les deux filles n'aient pas été agressées sexuellement montre qu'il n'y avait même pas de motif sexuel derrière tout ça. Donc on aurait dit que l'assassin en voulait personnellement à Gail et voulait s'en débarrasser. Aussi, une chose assez étrange, c'est que l'assassin a semblé avoir nettoyé absolument toute la maison après son crime. Vraiment, les enquêteurs ont retrouvé l'entièreté de la maison rangée. Il n'y avait pas de traces de pas, il n'y avait pas d'empreinte digitale ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de scène de lutte par exemple. Non, tout était rangé, nettoyé, comme si l'assassin, après avoir commis son meurtre, ses meurtres, aurait fait le ménage dans toute la maison, tout rangé, puis serait reparti. Dites-vous qu'il avait même bien refermé la fenêtre derrière lui par laquelle il était rentré, parce que vraiment les enquêteurs n'ont vu que plus tard que la fenêtre avait été forcée, donc vraiment il avait laissé la maison dans un état impeccable. En fait, la seule chose était que les deux filles étaient dans le lit, blotties l'une contre elle, et elles étaient décédées. On aurait même presque dit que l'assassin les aurait posées ensuite dans cette position après leur mort. Les enquêteurs ont alors commencé à interroger le voisinage qui dira ne rien comprendre à la situation, surtout que leur quartier était réputé pour être assez calme. Les collègues de Gail seront interrogés et ils diront qu'à son travail, elle était appréciée de tous et aucun client ne paraissait ne pas l'aimer. Le frère de Gail, qui s'appelle Dave, dira d'ailleurs à propos de sa sœur, elle s'est juste bien entendue avec tout le monde. En fait, à part sa famille, ses collègues et son voisinage, Gail ne fréquentait pas grand monde et passait tout son temps libre à s'occuper de Tamara. Elle faisait en fait pas vraiment autre chose que de travailler et s'occuper de sa fille. Mais bon, on se dit que si Gail et Tamara ont été assassinés, c'est que quelqu'un devait malheureusement leur en vouloir. Les enquêteurs ont alors commencé à interroger chaque personne qui pouvait être liée à Gail, en commençant par sa famille, puis en allant jusqu'à ses clients par exemple. Mais bon, à ce moment-là, on va quand même se rendre compte que Gail avait une grande famille, elle avait 7 frères et sœurs, elle avait ses parents, elle était assez proche de tout le monde, et puis elle avait toute sa vie grandi à Williamsport, donc toute la ville se connaissait un petit peu. Donc même si Gail ne passait pas beaucoup de temps avec des amis, des connaissances, etc., elle était quand même connue de pas mal de monde. Donc voilà, pour les enquêteurs, interroger tout son cercle social, même très extérieur, a été tout de même un gros travail. Aussi, aux personnes de confiance, comme par exemple les membres de la famille de Gail, ils leur ont demandé si Gail avait déjà parlé de quelqu'un qui pouvait lui en vouloir ou si même eux avaient des idées de qui aurait pu faire ça. Et vraiment, chacun de ses frères et sœurs dira que non, ils n'avaient aucune idée et que même s'ils étaient proches de Gail, ils leur avaient jamais parlé de quoi que ce soit de mauvais. En fait, tous ses proches maintiendra que Gail ne se disputait jamais avec personne et qu'elle n'avait aucun ennemi. Les enquêteurs vont alors se pencher sur le papa de Tamara qui s'appelle Eric Berkeiser. En fait, Gail l'avait rencontré lorsqu'ils étaient encore tous les deux au lycée et elle était tombée enceinte de lui à l'âge de 18 ans. Mais bon, c'était pas une relation très sérieuse, donc quand Gail avait accouché, Eric et elle n'étaient déjà plus ensemble. Par contre, malgré tout, Eric lui avait dit qu'il serait présent dans la vie de sa fille. Donc, depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort, il allait voir Tamara assez régulièrement et c'était assez facile pour Eric parce que justement, il habitait dans la ville de Williamsport. En fait, on se rend compte qu'Eric a toujours été très correct avec Gail et avec Tamara, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Mais bon, on est dans un cas de double homicide sans suspect et donc Eric restait une personne d'intérêt. Mais bon, les enquêteurs vont vite se rendre compte qu'Eric avait un bon alibi, qu'il n'avait surtout aucun mobile de vouloir faire du mal à Gail ou à sa fille
et donc rapidement il a été enlevé de cette liste des potentiels suspects. Par contre, je ne vous l'ai pas encore dit, mais au moment de sa mort, Gail voyait aussi un homme avec qui elle avait entamé une relation assez récemment. Je ne vais pas parler plus que ça de cet homme parce qu'en fait il n'était pas très présent non plus dans la vie de Gail et il a été rapidement innocenté par les enquêteurs qui n'ont trouvé strictement rien à son encontre. Mais donc au final, une année entière va passer sans que les enquêteurs ne puissent trouver un seul suspect potentiel. Entre-temps, évidemment, le corps de Gail et Tamara avait été enterré, mais au mois d'août 1995, les enquêteurs ont finalement décidé d'exhumer leur corps afin d'y procéder de nouveaux tests médico-légaux. En fait, un tout nouveau test qui n'était pas disponible au moment des meurtres pouvait détecter les empreintes digitales sur les corps. On espérait donc pouvoir trouver des empreintes digitales menant peut-être au potentiel suspect. D'ailleurs, au même moment, la police va officiellement annoncer qu'ils avaient à présent un suspect en tête, mais que pour le moment, ils n'avaient aucune preuve matérielle le liant au crime. Donc là, même si on n'avait pas de nom, c'était quand même une très bonne nouvelle. Enfin, les enquêteurs se penchaient sur quelqu'un, ils étaient plus ou moins sûrs que cette personne pouvait être impliquée et maintenant ils cherchaient juste des preuves pouvant le relier au meurtre. Par contre, après ça, pendant 3 ans, plus personne ne fera de déclaration officielle vis-à-vis des meurtres. Mais là, au mois de mars 1998, un certain Earl Kramer va être arrêté et accusé du meurtre de Gail et Tamara, ainsi que du cambriolage de leur maison, de contrainte illégale et de séquestration. Donc là, c'est totalement fou parce que clairement, la police n'avait rien laissé paraître pendant 3 ans. Malheureusement, j'ai pas de photo de Earl Kramer. Par contre, je sais qu'il avait 32 ans et qu'il sortait à l'époque au moment des homicides avec l'une des voisines de Gail. En fait, au moment de son arrestation, la police ne va pas vraiment en dire plus, mais ils diront que ça faisait très longtemps qu'ils savaient qu'il était lié aux homicides et qu'ils attendaient juste le bon moment pour l'arrêter. On n'en sait pas plus non plus par rapport à ces nouvelles preuves matérielles qui avaient été trouvées et qui ont permis de l'arrêter en 1998, mais peut-être, je me dis qu'effectivement, des empreintes digitales avaient été retrouvées sur le corps de Gail et Tamara. Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, les enquêteurs étaient sûrs de tenir le coupable du double homicide. Mais voilà, quelques semaines après l'arrestation de Earl Kramer, le juge du comté va rejeter toutes les charges retenues à son encontre car selon lui, il n'y avait toujours pas assez de preuves matérielles. Donc là, Earl Kramer va simplement être remis en liberté comme si de rien n'était. Mais bon, les enquêteurs ne se sont pas laissés démonter et ils ont soumis plusieurs de leurs preuves au laboratoire du crime du FBI dans l'espoir que peut-être ils arrivent à déceler plus de preuves ou en tout cas plus d'éléments précis. Il va alors falloir attendre encore 4 ans avant que les choses avancent. Et c'est finalement au mois de mars 2002 que Earl Kramer va de nouveau se faire arrêter et accuser pour les mêmes charges que 4 ans auparavant. Cette fois-ci, les enquêteurs étaient encore plus sûrs d'avoir assez de preuves et que Earl Kramer soit enfin reconnu coupable du double homicide. Et là, par la même occasion, on va commencer à comprendre pourquoi, à l'époque, les enquêteurs avaient pensé que Earl pouvait être le potentiel coupable. Et là, je pense que comme moi, vous n'allez pas en revenir parce que clairement, à l'époque, les enquêteurs avaient trouvé énormément de preuves contre lui et j'arrive pas du tout à comprendre comment c'est possible qu'il n'ait pas été arrêté à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas été le cas et vous allez voir, les preuves sont assez dingues. En fait, au moment du meurtre, les enquêteurs avaient vu une voiture garée au coin de la rue de là où Gail et Tamara habitaient. Ils avaient alors retrouvé directement le propriétaire de la voiture. Il s'agissait de Earl Kramer et ils ont compris que c'était le petit ami d'une voisine de Gail et Tamara. Les enquêteurs ont alors décidé de fouiller sa voiture et aussi d'analyser ses vêtements parce que quand même sa voiture était garée juste à côté de la maison où le double homicide avait eu lieu et qu'en plus l'homme paraissait un petit peu suspect. C'était rien de très concret, mais en tout cas les enquêteurs ont comme eu un mauvais feeling par rapport à lui et ils se sont dit qu'ils pourraient peut-être enquêter un peu plus sur lui. À l'époque, ils avaient alors trouvé des paillettes sur ses chaussures et du sang dans ses semelles qui appartenaient à Gail. Aussi, dans sa voiture, les enquêteurs avaient trouvé des paillettes sur le tapis qui correspondaient aux paillettes trouvées dans la chambre de Tamara où les meurtres avaient eu lieu. Donc là, c'est quand même dingue parce que rien qu'avec ça, j'aurais vraiment pensé qu'à l'époque, les enquêteurs auraient pu l'arrêter.
mais bon, ce ne fut pas le cas. Mais en tout cas, en 2002, avec toutes les certitudes liées à l'ADN, il y avait enfin assez de preuves pour que Earl Kramer soit jugé. Donc voilà, en 2002, Earl est sous les barreaux, il attend son procès et les enquêteurs sont sûrs que cette fois, c'est la bonne et qu'il va enfin être reconnu coupable. D'ailleurs, le juge du district a confirmé lui-même qu'un procès pouvait avoir lieu. Mais finalement, 2 ans plus tard, toutes les charges contre Earl Kramer seront une nouvelle fois annulées parce que finalement le juge avait changé d'avis et selon lui, il n'y avait tout de même pas assez de preuves contre Earl. Là, ça va vraiment être un coup dur pour les proches de Gail de savoir que l'assassin potentiel avait été libéré une nouvelle fois. Mais encore une fois, personne ne perdra espoir que justice soit enfin faite. D'ailleurs, Lois Beckley, donc la voisine qui avait retrouvé le corps de Gail et Tamara, dira publiquement: « Ça a été l'enfer, mais nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que quelque chose soit fait. Continuez à les pousser et à les pousser et à les pousser. Tôt ou tard, quelqu'un sera obligé de nous donner quelque chose. » Mais voilà, malheureusement, encore une fois, les années vont passer sans que rien ne bouge. Lois Beckley va alors se battre pour que les choses évoluent et d'ailleurs sa fille Julie va se joindre à son combat et toutes les deux elles vont même aller militer devant le palais de justice. Finalement, en 2010, les enquêteurs diront avoir trouvé une nouvelle preuve à l'encontre de Earl Kramer et diront: « Une fibre d'un animal en peluche de la chambre de Tamara a été retrouvée sur ses vêtements. Aussi, les paillettes trouvées dans sa voiture ont elles aussi été testées et correspondaient bel et bien à celles qui appartenaient à Tamara. » Mais là encore, le procureur du district a décidé que ce n'était pas suffisant pour lancer un procès à l'encontre de Earl Kramer. En fait, dans cette histoire, vraiment, les détectives font tout leur possible pour que l'affaire puisse être jugée et que Earl Kramer soit condamné. J'ai envie de dire que les enquêteurs sont quasiment irréprochables. D'ailleurs, Lois Beckley, donc la voisine qui avait retrouvé les corps de Tamara et de Gail, va parler de l'enquêteur en chef de l'affaire et dira: « Je sais qu'il va la résoudre, cela va juste prendre du temps. Il travaille vraiment. » Mais malheureusement, en 2018, cet enquêteur prendra sa retraite sans jamais avoir pu résoudre l'affaire. Pour lui, effectivement, Earl Kramer semblait être le parfait coupable, mais il disait que parfois, il fallait savoir se méfier des apparences et que, sincèrement, les autres enquêteurs auraient dû se concentrer là aussi sur d'autres personnes. En fait, il conclura simplement en disant que s'il y avait eu une seule erreur dans cette enquête, c'était de seulement s'être consacré à Earl Kramer. En fait, l'enquêteur dira même: « C'est probablement le seul cas sur lequel j'ai travaillé où je n'étais pas sûre à 100%. » Là, c'est assez dingue parce que j'ai été assez choquée de ce que cet enquêteur a dit, parce qu'avec toutes les preuves qu'on nous a présentées jusqu'ici, moi, j'étais persuadée que Earl Kramer ne pouvait être que le seul et unique suspect. Mais en fait, vu ce que cet enquêteur a expliqué, je me dis que possiblement quelqu'un d'autre aurait pu être impliqué, quelqu'un aurait pu piéger Earl. Malheureusement, il n'en a pas dit assez pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais ça pose un doute quand même, finalement, par rapport à la culpabilité de Earl. Donc voilà, je ne dis pas que finalement Earl Kramer n'est sans doute pas le coupable, je dis simplement qu'il y a un doute, et un doute qui est selon moi notable. Donc voilà, je vous dis pas que finalement tout est faux, que Earl Kramer n'est sans doute pas le coupable. Moi, je pense toujours qu'il est impliqué de près ou de loin dans cette affaire. Peut-être que finalement, comme l'a dit cet enquêteur, on aurait dû se focaliser aussi sur d'autres personnes. Peut-être qu'il avait des complices, peut-être que quelqu'un a essayé simplement de lui faire porter le chapeau, mais sans doute qu'il sait dans tous les cas quelque chose. Dans tous les cas, je trouve que ce que cet enquêteur a dit en 2018 reste assez troublant. Ça vient quand même démontrer que cette affaire n'était pas aussi facile qu'on le pensait jusque-là et qu'il n'y avait pas simplement un suspect et qu'on essayait de le faire condamner. Non, tout est bien plus compliqué. En tout cas, depuis la mort de Gail et Tamara, chaque début septembre, leurs proches et ceux qui soutiennent l'affaire organisent une veillée aux chandelles en leur honneur et veillent aussi à ce que leur cas ne soit pas oublié par les médias mais aussi par les enquêteurs. Malheureusement, Lois Beckley est elle décédée en 2018 sans jamais savoir ce qui était arrivé à ses deux voisines pour qui elle s'est battue. Aujourd'hui, l'affaire reste au point mort, mais heureusement, le dossier reste ouvert. En 2020, le procureur du district dira d'ailleurs: « Il y a eu de nouvelles technologies, y compris la façon dont les laboratoires examinent l'ADN. Je pense qu'un jour, il y a une probabilité qu'il y ait des développements qui mènent finalement à une arrestation. J'espère alors vraiment qu'un jour les choses avanceront
et qu'on saura qui a voulu s'en prendre à une mère célibataire et à sa petite fille de 5 ans qui se réjouissait d'ailleurs de son entrée en maternelle qui devait avoir lieu une semaine seulement après le jour de sa mort. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. S'il y a des avancées dans l'affaire, comme d'habitude, je vous le mettrai en barre de description. Mais voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas aussi à partager toutes vos théories. Et puis, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!